que l'animation de la table ronde est confiée à M. Philippe Gay de Inextinso, avec comme intervenants deux spécialistes de l'immobilier de KPMG, Diane Cartry, fiscaliste, et Inextinso avocat, Anne Épina, avocate spécialiste en droit immobilier. Tout cela sur les aspects juridiques et fiscaux de l'investissement dans ce domaine. Pour vous dire qu'ensuite nous aurons deux témoignages de Louis-Philippe Kuhn, donc le président de l'OGEC de l'Île-de-France, et maître Alain Camus, notaire pour l'OGEC de Meung-sur-Loire. Tous donc ayant mené une opération immobilière. Nous aurons un temps aussi pour pouvoir échanger avec eux. Je vous demande donc de les laisser intervenir et ensuite les questions viendront à la fin de leur intervention. Sachant que tout à l'heure, M. Jean-Pierre Dufour conclura cette journée, il m'a demandé de pouvoir avoir un instant le micro, donc je lui cède volontiers la parole et ensuite nous partirons sur cette soirée, cet après-midi, sur l'animation de cette table ronde. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi de prendre la parole, mais en tant que président de l'Union Saint-Pierre, je voudrais dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas répondu à toutes les questions pour lesquelles nous étions sollicités au niveau national. Et c'est un accord qu'on doit avoir entre la FNOGEC et nous pour trouver les personnes qui puissent répondre aussi aux questions des propriétaires. Et j'ai Yannick Morisset dans la salle, là, qui nous a envoyé il y a quelque temps un certain nombre de questions. Yannick doit partir bientôt, je crois. Voilà. Et donc, il serait intéressant que tu poses tes questions. On avait prévu aussi, puisque je les avais envoyées, des questions à la FNOGEC, donc il serait intéressant aussi que tu les reposes, et comme ça, on pourrait y répondre aujourd'hui, en partie, je pense. Merci. Merci. Donc, rebonjour à toutes et à tous, au moins pour ceux qu'on a pu rencontrer déjà ce matin. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde cet après-midi avec un plateau de choix et de compétences qui viennent s'inscrire certainement donc, en complément des sujets très techniques et très bien abordés qu'on a pu voir ce matin. Et on a vu que toutes les questions qui étaient d'ordre juridique ou fiscal qui étaient posées ce matin nous étaient renvoyées cet après-midi. J'espère que nous serons tous à la hauteur pour satisfaire vos attentes. Alors, donc effectivement, pour vous donner quelques précisions sur le déroulement de cet après-midi, dont j'ai l'honneur de mener les débats, nous avons deux témoins, alors, pour éviter peut-être aussi le côté un peu austère des sujets qui seront abordés. Je ne doute pas que les deux spécialistes, et trois spécialistes, puisque nous allons avoir également la présence de Christopher Boignet qui va venir nous rejoindre, ne vous ennuie, bien au contraire, mais j'ai souhaité également étayer et compléter donc, nos interventions avec des témoignages. J'ai pour cela fait appel à deux témoins de qualité qui présentent chacun des expériences multiples et complémentaires. Donc, Maître Camus qui représente, alors vous avez pu voir donc effectivement le nom de M. Lenné, qui est président donc, de l'OGEC de Meung-sur-Loire, c'est lui qui va intervenir. Malheureusement, donc, M. Lenné a eu le décès de son papa cette semaine, et je l'ai eu longuement au téléphone, et m'a dit qu'il regrettait vivement de ne pouvoir se déplacer aujourd'hui. Premièrement, pour cette raison qui l'attriste, ainsi que sa famille, mais deuxièmement, parce que j'ai eu au téléphone un président, comme vous l'êtes tous certainement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, passionné par l'expérience qu'il a vécue en réalisant ce projet immobilier pour l'OGEC qu'il préside. Donc il a confié à Maître Camus le soin de témoigner pour son compte, et je laisserai ensuite Alain Camus se présenter
et expliquer également donc, les caractéristiques du projet qui vous a animé. Et ça nous permettra donc d'introduire une première partie de cet après-midi sur les caractéristiques juridiques des différents contrats qui unissent et qui lient les propriétaires et les gestionnaires, puisque c'est quand même une des grandes caractéristiques dans le domaine de l'enseignement privé catholique. Et puis, le deuxième témoin que j'ai invité, qui interviendra donc dans une autre partie de l'après-midi, donc Louis-Philippe Kuhn, qui va nous raconter également une belle histoire. J'ai bien aimé le terme que vous avez utilisé, qui est président donc, de l'OGEC de Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, et qui a vécu plusieurs projets immobiliers sur cet OGEC, un projet de construction, un projet de réhabilitation sur une association qui a la caractéristique de propriétaire, et puis un deuxième projet qui est en cours, là, qui démarre, sur un terrain pour lequel donc, elle n'est pas propriétaire, et il nous expliquera donc également les caractéristiques, et surtout, ce que j'ai bien aimé lorsqu'on s'est parlé, c'est que vous avez beaucoup de recommandations à formuler auprès des participants de cet après-midi, des recommandations qui s'appuient sur votre expérience et qui ont été des expériences heureuses et malheureuses, comme à chaque fois, de toute façon, quand on a des projets comme celui-ci. Et puis, donc, effectivement, pour revenir sur les aspects techniques qui vont porter nos propos, donc Diane Cartry, qui est fiscaliste et qui pourra se présenter d'une manière plus détaillée donc, auprès de KPMG. Vous savez que nous sommes deux cabinets partenaires de la FNOGEC. Et Diane Cartry représente le cabinet KPMG, et puis donc Anne Épinard, qui est avocate associée chez Inextinso Avocat, qui sera également appuyée, dont les propos seront également appuyés par Christophe Abouané, qui nous rejoindra à la tribune tout à l'heure, d'Inextinso Avocat. Moi-même étant donc responsable de la ligne de service association et fondation pour le réseau d'expertise comptable Inextinso. Voilà, donc voilà pour la présentation. Les sujets qu'on abordera donc effectivement viennent en complément de ce qui ont été abordés ce matin. Et puis nous avons déjà reçu de nombreuses questions par écrit pour compléter donc notre après-midi. Mais bien entendu, je me doute qu'il y en aura aussi de nombreuses avec la salle. Alors tout de suite, sans plus attendre, je vais me tourner vers vous, Maître Camus. Donc effectivement, vous représentez l'OGEC de Main-sur-Loire, oui. Mais également vous êtes président d'une fondation qui mérite que vous nous en disiez un peu plus. Bonjour à tous, ceux que je ne connaissais pas encore. Mais j'ai essayé de vous présenter la Fondation Culture et Promotion, qui est une fondation qui a été créée en 1972 et qui a eu la reconnaissance d'utilité publique. Donc le département du Loiret avait déjà pressenti que l'enseignement catholique, à travers son statut d'aujourd'hui, impose la distinction entre la gestion de l'établissement d'enseignement et la gestion de l'immobilier. Cette fondation a la particularité maintenant d'être propriétaire de près de 70 à 75% des locaux d'enseignement du Loiret et près de 80% des locaux d'enseignement d'Eure-et-Loir. Donc c'est un patrimoine important. Il n'y a pas beaucoup de ressources puisque les dons vont en diminuant chaque année, ce qui nous entraîne quelquefois des difficultés. L'avantage d'une fondation avec un patrimoine important, c'est une aide essentielle pour tous les OGEC, en ce sens qu'on peut se rapprocher des établissements bancaires et d'apporter une aide importante à ce moment-là. Voilà. Je rappelle que monsieur Lenné est président d'un OGEC qui était un collège à Main-sur-Loire. Moi, j'étais président de la maternelle et primaire à Main-sur-Loire. Oui, il y avait deux OGEC. Et ces deux OGEC ont fusionné au mois de décembre 2016, après
après je vous en dirai tout à l'heure plus sur le déroulement de l'opération. Voici ce que je voulais vous dire. Très bien. Et alors, si on peut maintenant si vous pouvez nous exprimer un peu sur la réalisation immobilière qu'elle s'est faite au niveau de l'OGEC. Voilà. La réalisation immobilière, c'est, disons, il y avait des besoins des deux OGEC d'avoir des locaux nouveaux et ne plus rester dans des locaux préfabriqués. Nous avions étudié sur place la création, la construction de nouveaux bâtiments et s'est offert ensuite l'opportunité de se rendre acquéreur d'un collège public. Voilà, je vous redirai le reste là-dessus. Très bien, merci. Bah, écoutez, à ce moment-là, donc on va demander donc, tout de suite à Maître Épinat d'aborder le sujet, effectivement, en faisant la distinction quand l'OGEC est propriétaire ou quand l'OGEC, quand le terrain appartient à un autre propriétaire, et donc d'entrer dans la présentation donc, des différents cas de figure selon le juridique. Maître Christopher Bonnet nous y rejoint. Je pense que vous allez, si j'ai bien compris, faire votre intervention à deux voix. Oui, exactement. À quatre mains, mais voilà, à deux voix. Je laisse le... Bonjour. Nous avons été interrogés sur les possibilités pour un OGEC, les conditions juridiques dans lesquelles un OGEC pouvait ou construire un bâtiment neuf ou rénover un bâtiment existant. Pour la construction, le premier cas de figure, l'OGEC est propriétaire du terrain. On reste dans les conditions tout à fait classiques de construction. Soit l'OGEC construit en direct par l'intermédiaire d'un maître d'œuvre, prenant un architecte, dépose le permis de construire et fait son opération de façon courante, comme on construirait n'importe quel bâtiment. Soit l'OGEC passe par un contrat de promotion immobilière, c'est-à-dire que même si l'immeuble n'est pas destiné à être vendu à quelqu'un d'autre ou donné en location à quelqu'un d'autre que l'OGEC, la mission est confiée à un opérateur unique qui aura toute la gestion de la construction et l'OGEC ne sera que le client final, mais toute l'opération de construction sera confiée à un tiers. Donc en résumé, soit vous êtes propriétaire et vous allez être maître d'ouvrage, vous allez confier à un tiers la réalisation de votre ouvrage, enfin de votre construction, de votre rénovation. Ça, c'est un cas très classique. Ou alors, plus simple, en termes de, sur le plan juridique, tout au moins, c'est que vous vendez votre foncier à un opérateur immobilier qui va le construire, qui vous revendra, donc qui vous donnera en contrepartie soit un prix, soit un montant d'argent, soit ce qu'on appelle une datation en paiement correspondant à un certain nombre de mètres carrés. S'agissant du premier contrat, le contrat de promotion, au sens où vous êtes maître d'ouvrage et vous allez avoir recours à un mandat avec un promoteur immobilier. Là, on est dans les règles de base où le promoteur va donc intervenir en lieu et place du maître d'ouvrage et il va faire les études qui sont nécessaires en termes du sol, du foncier, sur le plan administratif. Il s'occupera des locataires d'ouvrage, c'est-à-dire les entreprises, corps d'état séparés, entreprises générales. Il, effectivement, prendra également en charge les rapports avec la maîtrise d'œuvre. Le promoteur s'assurera de mener à bien cette construction dans le cahier des charges qui lui a été donné, dans le calendrier et au prix qu'il a été convenu. Et bien évidemment, il s'occupera dans un dernier temps de la livraison conforme à la destination du bien. On reviendra sur la livraison tout à l'heure. L'autre possibilité dont j'ai cru comprendre qu'elle était majoritaire, c'est le cas où l'OGEC n'est pas propriétaire du terrain. Oui, il semblerait qu'il y ait des exceptions, c'est pour ça. Donc, les exceptions de la règle. Nous aurons une exception tout à l'heure. Nous allons arriver dans le monde merveilleux des beaux amphithéotiques. Voilà, donc le terrain appartient à autrui.
Alors, il y a le problème des rénovations que j'aborderai, puisque cela suppose, pour le coup, avant même d'aborder la construction, que l'OGEC exploite déjà des bâtiments, mais que ces bâtiments s'avèrent obsolètes, ont besoin de travaux, qui peuvent être de travaux simplement de réaménagement ou entretien, un peu plus que de l'entretien, et puis de la rénovation complète. La charge financière, puisque c'est essentiellement ça qui va intéresser les OGEC, de ces travaux après les avoir décidés, dépend des baux qui ont été conclus. De façon générale, on a un principe qui est le meilleur ami de tout preneur à bail, l'article 1719 du Code civil, qui prévoit que le bailleur doit délivrer des locaux conformes à leur usage et les maintenir en état conforme à la destination à laquelle ils sont destinés. Donc, en l'espèce, conforme à un établissement d'éducation, avec ce que cela peut supposer en termes de normes. Quand on arrive sur de la rénovation pure, on est sur quelque chose d'un peu à cheval. On n'est plus tout à fait dans l'entretien, qui incombe pour l'essentiel aux bailleurs, et on est dans une question où on est dans l'amélioration avec une rénovation. Tous les contrats qui sont soumis purement au Code civil, que ce soit le bail civil, les baux soumis au régime des baux d'habitation, les baux professionnels, nous sommes dans la liberté contractuelle, il n'y a en général rien de prévu sur la rénovation, et donc cela se fait en accord et en discussion avec le propriétaire, avec un principe quand même qui est, notamment quand ce sont des baux soumis à la loi de 86, que le bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux faits par le preneur à partir du moment où ceux-ci ne changent pas la destination et ne transforment pas les lieux, ce qui sera le cas pour la rénovation bien évidemment d'un établissement d'enseignement. Si les locaux sont soumis à un régime de bail commercial, la distinction est plus délicate et elle va le devenir encore plus avec maintenant l'application de la loi Pinel, puisque... Alors, la loi Pinel, c'est juste pour reposer la loi Pinel, c'est une loi qui a modifié considérablement les baux commerciaux. En un mot, loi qui est effective depuis fin 2014, excusez-moi. Et en matière de travaux, elle a chamboulé du tout au tout les rapports locatifs. Il sera important de... Nous, on le voit beaucoup, s'agissant des établissements scolaires, et on le voit beaucoup aussi sur d'autres problématiques. Il y a des établissements recevant du public, des ERP, s'agissant par exemple des hôtels, pour les chefs, des garages, où les contraintes sont encore supportées par le bailleur, qui sont supportées, sont encore plus importantes. Alors, je sais que vous avez posé, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, une question justement à propos des baux sur les travaux et la charge des travaux de mise aux normes, puisque vous avez eu ce matin un exposé sur les mises aux normes, et notamment les ADAP et la mise en place des ADAP. Donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Deuxième cas de figure, quand le GEC n'est pas propriétaire mais veut édifier un établissement d'enseignement, quelles sont les possibilités et quels sont les cadres juridiques qui s'offrent à lui. Nous avons classiquement les baux amphithéotiques et à construction. Quand vous êtes limite, on se dit quand sur le travail du marché, dont je devrais être parler également. Il faut encore aller cher avec qui est cher à Maître Camus et qui effectivement est une grande souplesse et très intéressant. Voyons. Le bail amphithéotique, tout le monde en a entendu parler, surtout avec un nom pareil, le nom marque les esprits. Le bail amphithéotique est essentiellement un bail de longue durée, d'un terrain nu. Il est toujours régi par le code rural. C'est toujours un petit peu étonnant aujourd'hui, ce n'est pas un code dont on entend souvent parler, mais le bail amphithéotique consiste à donner en location un terrain nu à un preneur moyennant un loyer modique, et le preneur doit, lui, entretenir le terrain avec la faculté de construire. Mais c'est une faculté, c'est important parce que c'est ce qui va
notamment différencier le bail emphytéotique du bail dit à construction. Dans les deux cas, les baux sont conclus pour une longue durée, et quand on dit longue durée, c'est entre 18 et 99 ans. Il transfère un droit de jouissance qui, compte tenu de sa durée, pourra faire l'objet d'une hypothèque. C'est important parce que cela peut servir, cette hypothèque donnée sur le bail, peut servir pour obtenir des moyens de financement. C'est une garantie. Donc dans les deux cas, c'est important. Ce qui va distinguer essentiellement le bail emphytéotique du bail à construction, les durées sont les mêmes, l'inscription aux hypothèques est la même. Nous avons d'une part bien sûr une incidence fiscale, mais ça je laisserai Diane vous l'exposer, et nous avons la question de la construction. Le bail emphytéotique, je l'ai dit, portait sur un terrain nu. Le bail à construction peut porter sur un terrain sur lequel il y a déjà des constructions édifiées. Mais surtout, le preneur a l'obligation de construire dans le bail à construction. Dans le bail emphytéotique, le terrain peut être pris à bail et la construction reportée, décalée en fonction des besoins du preneur, de ses capacités, ce qui offre une certaine... Une grande souplesse, exactement, c'est le mot que j'allais utiliser, une souplesse. Alors que dans le bail à construction, cette souplesse n'existe pas. Il faut construire, très souvent en plus, le bail à construction prévoit la durée dans laquelle le preneur s'engage à édifier la construction. L'autre élément qui est également en cause et qui, sous réserve des possibilités fiscales, donne un avantage au bail emphytéotique, notamment dans l'intérêt des OGEC, c'est que le loyer, appelé canon d'ailleurs, du bail emphytéotique peut être minime, alors que dans le bail à construction, le principe est que le loyer doit être déterminé en fonction de la valeur de rendement de l'immeuble qui va être construit. Donc, ce qui veut dire que pour les établissements d'enseignement, on aura peut-être plutôt tendance à prendre un bail emphytéotique. Moi, j'aurais Parce que tendance la valeur de rendement le du préconiser. bail de la construction et qu'un établissement laisse... Voilà, qui ne va pas être utilisé pour un investissement locatif, ne me paraît pas révéler le moindre intérêt. Excusez-moi, le bail à construction, on peut le faire avec des loyers très minimes. On le fait dans l'enseignement catholique. Oui, oui. Avec des loyers ridicules. On peut le négocier, mais le principe est... Moi, je donne les principes. Oui, ensuite, nous sommes d'accord. Vous avez raison, ça permet de relativiser cette charge qui est particulière au bail à construction. Et le fait qu'il faut qu'il y ait une contrepartie financière sous forme de loyer, qui reste quand même une contrainte. Mais ensuite, on parlera du montant du loyer et on arrivera. Non, on n'en parlera pas, mais dans tous les cas, un loyer est... Non, il n'y a pas de loyer, pas forcément un loyer. Dans un bail à construction ou dans un bail emphytéotique. Mais non. Moi, j'ai un bail à construction avec une association immobilière, je n'ai pas de loyer. Mais oui. Et en gros, je fais le financement de tous les travaux, je le rendrai le bâtiment dans 30 ans, mais je n'ai aucun loyer. C'est un agent. La contrepartie, c'est la récupération du meuble. Alors, moi, j'ai principe le cas. à des exceptions, si vous pouvez négocier sans loyer. Ah si. Mais ça remet le principe du bail, puisque normalement, dans un bail, vous devez avoir une contrepartie. Alors, vous la prévoyez d'une façon ou d'une autre, et vous l'appelez d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un loyer en nature ou une contrepartie, mais qui dit bail suppose un loyer. C'est la définition de la loi. Donc ensuite, effectivement, juridiquement, ça peut être requalifié sous une autre forme, qui peut être un prêt à usage, un prêt dont on va vous parler. Par l'obligation de construire. Oui. Dans le cadre d'un bail de construction, on a des baux en construction en vrai, où en effet, on a des loyers, on va dire, entre 500 et 2000 euros par an. Voilà. La contrepartie, c'est le loyer était parce que c'était l'obligation de construire, et parce que dans X années, en effet, de toute façon, un propriétaire, on peut régulariser la contrepartie, on l'a. Oui, mais ça, c'est le principe même du bail, que ce soit un bail emphytéotique, un bail à construction. Les constructions sur le terrain d'autrui, au terme du bail, reviennent aux bailleurs. Quel est le risque pour nous, propriétaires ou pour OGEC, d'avoir si on a un petit loyer, qu'on est d'accord sur le sujet,
Mais Il y a pas... Non, si vous êtes d'accord sur le montant du loyer et que le loyer est minime, vous n'avez pas de risque de requalification. S'il est égal à 0, ça... 1 euro, mais il faut un loyer symbolique. On restera sur la mention du loyer. Mais il faut qu'un loyer soit prévu. Alors, il y a C'est la définition du bail dans lequel vous êtes qui va jouer un rôle déterminant et qui montre que vous n'êtes pas a priori sur un terrain de profit. Et ensuite, tout est dans la qualité de la rédaction de celui qui va prendre la main. On en discutait avec Maître Camus tout à l'heure, prenons des exemples. Là, si on spécifie bien dans quel contexte nous sommes, quel est le produit en question, dans quel état d'esprit il s'intègre, on fera référence à l'aspect non lucratif d'une façon générale, désintéressé. Donc, on va mettre en avant, pour le type de bail à construction que vous évoquez, beaucoup plus la contrepartie immobilière que la partie loyer à proprement parler. Dans un autre ordre d'idée, sur le prêt-usage, qui est un prêt qui se fait par exemple à titre gratuit, de mise à disposition des locaux, qui est régi par le Code civil, qui est vieux comme le Code civil, parce que là on est sur le bail amphithéotique, on est quand même sur des fondamentaux du Code civil. Bon, sur le pré-usage, en principe, c'est quelque chose qui doit être court. Eh bien, on en discutait avec Maître Camus, Maître Camus, par exemple, lui, dans ses actes, prenait des pré-usages de l'ordre de 12 ans. C'est là une technique complètement dérogatoire, à mon sens, par rapport à la règle des pré-usages. Mais pourquoi est-ce qu'on peut y arriver? C'est parce qu'on aura soigneusement rédigé dans le préambule dans quel contexte on se trouve et quel est l'esprit des parties. Alors, on va déroger à cet égard dans le pré-usage sur la durée, 12 ans et plus. Alors, normalement, ça doit être très court. Dans le bail à construction, on insistera sur une contrepartie plutôt immobilière que sur du loyer, et on comprendra que c'était bien la volonté des parties, qu'elle est équilibrée et qu'il n'y a pas une recherche de profit. Donc, le problème, c'est que nous intervenons dans un laps de temps, je vous remercie pour votre empathie générale, assez court, sur la base de questions-réponses où on va intervenir sur des choses très concrètes, et c'est bien que vous soyez là, mais nous avons dû rester, pour ce qui nous concernait, sur des principes. Vous comprendrez que les principes souffrent d'exceptions liées au secteur d'activité, j'allais dire, dans lequel vous êtes, et c'est pour ça que ça marche dans votre secteur d'activité, ce qui ne marcherait pas dans d'autres. Alors, on aurait des risques sur le plan civil et des risques sur le plan fiscal. Ouais, fiscal. Oui, je pense. C'est bien, ça va peut-être nous permettre de faire une transition et de me tourner vers Diane, parce que c'est une première question que j'évoquais. Y a-t-il un risque fiscal à mettre en place donc, un bail à construction avec un loyer qui serait symbolique en fait? Pour moi, je pense qu'il n'y a absolument pas de risque fiscal à ce niveau-là, puisque vous avez des entités qui avec une gestion désintéressée, la base, c'est que vous n'êtes pas fiscalisé. Vous n'allez pas être fiscalisé sur un risque d'opportunité de gain. Ça serait le monde à l'envers. Donc, à mon sens, le fait qu'il n'y ait pas de loyer sur un bail amphithéotique ou bail à construction, pour la partie fiscale, n'engendre pas de risque. Oui, j'ajouterais, vous savez, le problème de la contestation des actes, il vient des acteurs eux-mêmes. Vous ne me semblez pas extrêmement tous belliqueux pour remettre en contestation les actes que vous avez signés. Je connais des secteurs un tout petit peu plus exposés. Donc, le problème d'un acte, quand vous le qualifiez, il faut qu'il corresponde à la réalité de votre projet. Donc on prend un bail à construction, on va l'aménager en fonction du projet, et qui pourrait le contester? Aucune des parties. Aucune des parties n'y a intérêt. Vous seriez dans un secteur de promotion à haute spéculation, je ne sais pas moi, par exemple dans les sujets qui me sont familiers dans les hôtels, je peux vous dire que votre bail à construction, les conditions d'exigence qu'a évoquées Anne seront peut-être plus strictes. On sera peut-être plus en risque de la recherche d'une requalification par l'une des parties quand elle y aura intérêt dans le cadre de la prescription pour agir.
Donc voilà aussi pourquoi vous avez cette souplesse qui correspond à l'objet même de votre acte et qui ne pose pas de difficulté sur le plan fiscal, comme l'a dit ma consoeur, et qui ne soulèverait pas de difficulté sur le plan juridique. Donc je sais que vous êtes pragmatique. Hein. Vous devez la différence entre un bail à loyer et un bail commercial. Oui. Un bail à loyer. Alors, ce qu'on appelle le bail à loyer, oui. c'est le bail civil, régi par les règles du Code civil, 1709 et suivant. Et le bail commercial, lui, est soumis à des règles spécifiques qui ne sont pas les mêmes, qui sont prévues par le Code de commerce. De façon générale, le bail commercial est destiné aux activités commerciales et aux commerçants. Il est très précisément encadré, alors que le bail civil ne l'est pas. Vous avez quelques principes qui ne sont pas d'ordre public dans le bail civil, donc les parties peuvent soit effectivement adopter les principes posés par le Code civil, soit y déroger, alors que dans le bail commercial, vous avez un certain nombre de dispositions, l'essentiel des dispositions du bail, totalement encadrées par la loi. Maintenant, des parties qui ne sont pas commerçantes peuvent décider de soumettre leur convention au Code de commerce. L'élément essentiel qui jouera, c'est que les parties n'étant pas commerçantes, le droit au renouvellement, qui est la base du bail commercial et ce qu'on appelle la propriété commerciale, ne jouera pas forcément, puisque la partie ne pourra pas prétendre aux conditions du Code de commerce pour y souscrire. Allez-y. Oui, je voudrais juste dire, ma question, pour me confirmer que le bail à loyer n'est pas consommé par la loi Pinel. Si, alors juste pour ah bah non. La loi Pinel. Les activités d'enseignement, d'après le décret de 53, nos baux sont obligatoirement des baux commerciaux dans tous les cas, même dans les hypothèses, et j'en ai vu, où les gens les ont intitulés bail civil. D'accord. Le public, c'est le décret de 53. On est dans un cas particulier. Voilà. Bah, c'est formidable. On ne peut pas signer un autre bail, un bail commercial, un bail de voilà. un bail de construction. Donc tous les baux c'est important. Dans différents organismes, en fait, pourraient être requalifiés par le juge en bail commercial. Voilà. Il n'y a aucun baux civil dans notre système. Donc assujetti à la loi Pinel. Donc effectivement, vous relevez du statut des baux commerciaux et des 60 articles, des articles 145 et suivants. Et là, la fameuse loi Pinel que j'évoquais, en matière immobilière, un enjeu, comme on dit, on y reviendra tout à l'heure, sur la partie travaux, notamment. Oui, Christopher. Les travaux de mise aux normes. Okay. Merci en tout cas d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, elle nous permet de bien nous éclairer sur l'application et la nature des baux. Hein, donc on est bien en bail commercial. Ouais. Est-ce qu'on peut, pour avancer un peu, donc tu veux dire encore quelques mots sur le préusage? Oui. Alors le préusage, c'est le troisième larron de nos amis. Il y avait le bail amphithéotique, le bail construction et le préusage. Et ce sont vos outils préférés avec lesquels vous êtes très familiers. Le préusage, c'est sans doute le plus simple. Franchement, pour nos techniciens, il faut qu'ils fassent l'objet d'une convention qui détermine, qui peut être portée jusqu'à 12 ans, voire plus, comme on l'a vu, et qui permet à la différence. Alors là, très clairement, c'est la mise à disposition gratuite des locaux. Ou du terrain. Ou du terrain, entre propriétaire et son occupant. Ensuite se pose la problématique des assurances, effectivement, et là, à cet égard, on fera attention que ce soit le bailleur qui assure, que ce soit par exemple le locataire qui le rembourse, et on évitera, on fera attention à ce qu'il y ait une clause qui évite toute possibilité d'action des locataires contre action récursoire. La action récursoire, merci. C'est un préusage qui requiert un minimum de formalisme. C'est vraiment une feuille suffit, une feuille A4 avec les parties, vous marquez le préusage pour éviter un problème de requalification, pour qu'il n'y ait pas de difficulté d'interprétation et qu'aucune des parties, ni les tiers, ni l'État fiscal, sur la partie fiscale, ne puisse le requalifier. Quelle est la différence avec un bail commodat? Ben, c'est la même chose pour moi. Alors, c'est l'ancien nom. C'est l'ancien nom. On a eu un débat théologique, qui ici aurait sans doute une certaine résonance.
parce que chacun son église, nous on a peut-être le code civil entre les avocats et les notaires, sur le terme commoda. Il semblerait que le débat ne soit pas éteint, voyez-vous. Pour moi, c'est commoda et prêt à usage ou commoda. Alors très important, j'y reviens quand même, sur l'aspect, puis je termine là-dessus sur le préusage. Le préambule est déterminant. Dans quel contexte on se trouve? Quel est l'objet du préusage? Quelles sont les parties? Dans quel esprit il s'intègre? Et là, ça nous permettra de bien montrer qu'on n'est pas à la recherche d'un profit, qu'on n'est pas en train de... On identifie bien les parties, on identifie bien l'objet, et à ce titre-là, on limitera toute forme de requalification de l'acte. L'assurance qui peut être prise en charge par parler de l'assurance de la partie propriétaire de l'occupant ou l'ensemble de l'assurance? L'ensemble. Non. Pour moi, je ne parle pas l'ensemble. Vous êtes sur le propriétaire de l'occupant, vous. D'accord. Ouais. C'est là qu'il faut qu'il n'y ait pas de recours en garantie. Oui, sur le recours en garantie. Ouais. Alors, moi, je sais que, par exemple, dans la pratique que j'ai sur le plan hôtelier ou sur le plan des résidences, services, tourisme, on peut envisager une assurance complète. Que fait généralement le... Alors, soit le gestionnaire, soit c'est les deux, on choisit. On va laisser redonner la parole à Diane. Oui. La même, c'est d'avoir une assurance groupe. Oui, qui est celle-là, là. Voilà, oui. Encore une question, et puis après on aborde un autre sujet. Oui. C'est le prêt à usage. Comment? Mise à disposition gratuite. Oui, mise à disposition gratuite, c'est le prêt à usage. À peu de choses près. Mais nous avons un débat commoda prêt à usage, quoi. C'est 1375 code civil et compagnie. Sur ce sujet, et pour terminer ce sujet, parce que je voudrais qu'on avance, on a beaucoup d'autres choses à dire. L'expert comptable va parler. Si j'ai une recommandation à faire, surtout lorsque vous avez des baux avec des loyers minimums, des fois des loyers à zéro, ou des prêts à usage, assurez-vous dans votre organisation de conserver la trace de ces documents, parce que l'histoire fait que lorsqu'on a des baux à long terme, qu'on oublie, qu'on perd des documents, nous ne sommes que de passage, et ça je reprends un peu ce que vous disiez, Louis-Philippe, nous ne sommes que de passage dans les OGEC en tant que responsables. Il faut laisser la trace de l'existence de ces actes et de ces documents, parce qu'après on a trop tendance à oublier ou à perdre, et nos successeurs ont besoin d'avoir la connaissance de ces documents et de ces engagements qui pourraient être pris tant par le propriétaire que par l'occupant. Voilà. La question s'adresse à Mme Cartier. Est-ce que dans le cadre d'un bail commercial entre son propriétaire à but non lucratif et un OGEC par définition à but non lucratif, est-ce que le propriétaire est soumis à l'impôt sur les sociétés et à la contribution d'un revenu locatif? Alors, sur les revenus, on va l'aborder après. Bon. Donc je vous laisse le suspense. Voilà, alors justement, donc, pour faire la transition, je voulais passer la parole à Diane Cartry, qui va donc nous aborder donc, le sujet suivant, donc la fiscalité de l'acquisition, de la construction et de la gestion du bien. Donc on y arrive. Voilà, je vous propose d'aborder la fiscalité donc, par les différents moyens d'acquisition. Donc le premier point, c'est l'acquisition d'un bien. Donc je suis une association. J'acquiers un bien, alors soit auprès d'un promoteur, par exemple, soit auprès d'un particulier ou d'une collectivité. Non, c'est un peu après. C'est pas dans le bon sens. Voilà. Ah, c'était là. Voilà. Donc, je vous ai indiqué, en cas d'acquisition d'un bien neuf, vous achetez un bien immobilier. Si vous l'achetez auprès d'un promoteur immobilier, ce promoteur va vous facturer le bien avec de la TVA. La difficulté, c'est de maîtriser les questions de la salle. Si tu veux, je ne veux pas me faire bouffer le temps. Pour l'instant. De toute façon, la fiscalité, c'est tout pour l'instant. C'est ça qui est intéressant dans ce métier. Voilà. Pas de remarqué, c'est toujours les mêmes. Par contre, si vous l'achetez auprès d'un particulier ou auprès d'une collectivité, donc un non-assujetti, on appelle ça, vous n'aurez pas de TVA. Les droits, par contre, vous allez avoir des droits immobiliers qui vont s'appliquer.
des droits de mutation. Donc, si vous l'achetez auprès d'un promoteur, donc je vous ai dit TVA à 20%, et vous allez avoir des droits qui s'appliquent entre 0,715 et 1,31, ça dépend du département en fait, dans lequel vous êtes, plutôt dans lequel le bien est vendu. Si vous achetez auprès d'un particulier, par contre, là, vous aurez les droits entre 5,09 et 6,41, donc des droits importants de mutation. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est qu'un bien neuf et un bien ancien? Très bien. Alors, un bien neuf, c'est un bien qui a moins de 5 ans, quel que soit le nombre de mutations, puisque jusqu'en 2010, il y avait une idée de nombre de mutations dans les 5 ans. Aujourd'hui, le bien a plus ou moins de 5 ans. S'il a moins de 5 ans, c'est un bien neuf. S'il a plus de 5 ans, c'est un bien ancien. Est-ce qu'un terrain, c'est un bien? Alors, un terrain, en fiscalité immobilière, en fait, on distingue 4 types de biens. Les terrains non à bâtir, les terrains à bâtir, les biens neufs et les biens immobiliers anciens. Un terrain sur lequel vous avez une construction qui est utilisable en l'état va être considéré comme un bien ancien, par exemple, ou neuf. Par contre, un terrain sur lequel vous avez une construction qui est à l'état de ruine va être considéré comme un terrain à bâtir. Un bien neuf, du coup, là, pour le coup, il n'y a pas de mystère, c'est une construction qui a moins de 5 ans. Est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. Donc, un terrain à bâtir, on est à 20% en TVA. Un terrain à bâtir, vous êtes à 20%. Un bien neuf, vous êtes à 20%. En fait, vous êtes à 20%. Quand il y a de la TVA, vous êtes à 20%, sauf si vous êtes dans les spécificités du logement social, où vous pourrez avoir des taux à 5,5 par exemple, ou à 10. Voilà. Ensuite, acquisition d'un bien ancien, donc de plus de 5 ans, vous n'aurez pas de TVA qui s'appliquera sur l'acquisition. Par contre, vous aurez des droits maximum entre 5,09 et 6,41 selon le département dans lequel se situe le bien. Donc ça, c'est pour le cas j'achète un bien, neuf ou ancien. Le slide suivant. Je construis un bien. Donc là, dans ce cadre-là, je vais avoir donc la taxe d'aménagement dont on parlait ce matin. Comme on m'avait posé la question préalablement, je m'étais un peu préparée. Donc vous avez une exonération totale et je vous ai mis la liste des personnes qui en étaient exonérées pour que vous voyez que dans 99,99%, vous en êtes exonérés. Soit parce que vous construisez un bien destiné à une affectation d'enseignement, donc ça concerne les associations, unions d'associations, les fondations reconnues d'utilité publique, les établissements congréganistes, et dans un second temps, les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations. Et comme le disait, j'ai oublié son nom ce matin, quand vous agissez au nom et pour le compte d'eux, en général, vous rentrez dans cette catégorie-là d'exonération. Est-ce qu'une SCI peut rentrer là-dedans? Non, une SCI... Même si les actionnaires de la SCI sont des associations de ce type-là. La SCI aura une personnalité morale propre, et donc elle ne rentre pas dans les catégories qui sont ici. Ce n'est pas une association, c'est une SCI à part entière. Et à propos des SCI, tout à l'heure on parlait du risque fiscal de ne pas avoir de loyer. Le risque fiscal, donc je vous l'indiquais, c'est parce que vous êtes une association à gestion désintéressée. Si c'est une SCI qui loue, elle n'a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait pas de loyer. Et donc là, par contre, il y aura un risque fiscal potentiel. Voilà, vous commencez à toucher du doigt les inconvénients de la SCI. Donc au niveau de la taxe d'aménagement, je vous ai juste rappelé le calcul. Donc c'est une surface taxable qui n'est ni une surface plancher, ni une surface utile, ni une surface utile nette. Bien retenu toutes les définitions. Donc il faut un forfait, il faut un taux. Très bien. Oui. Pardon ? Le taux, ça dépend des collectivités. C'est les collectivités locales qui ont une fourchette de taux et c'est elles qui décident. Donc vous avez un taux départemental, un taux communal, un taux intercommunal qui s'ajoute un peu comme la taxe foncière. Oui. Quand on est dans un cadre d'exonération totale, oui. On reçoit oui. de jolis documents, taxe d'aménagement et la taxe archéologique qui est derrière, parce oui. Quelle démarche on doit faire?
vous demandez le remboursement, le dégrèvement. Ouais. C'est une demande de dégrèvement à faire, un courrier. Tu vas le traiter après, je crois. Il n'accepte pas, la députée n'accepte pas l'exonération de la taxe d'impôt. Et vous me l'envoyez. Oui. Ah voilà, vous l'envoyez à Madame Barré. Elle a Vraiment. des modèles de réponse. Elle a le modèle de réponse. C'est la spécialiste. Sur les travaux au-delà, moi je suis sur un chantier où la préfecture nous a écrit pour nous dire que quand on ouvrirait, on était assujetti à la taxe d'aménagement, sauf si on était association, ils nous demandent de leur envoyer en disant qui on est. Oui, enfin, oui. Voilà. Mais vous avez des départements qui sont plus ou moins bien organisés et qui connaissent plus ou moins bien ce genre de réglementation. Généralement, quand on est au moment du permis de construire les documents, et en précisant bien dans la lettre qu'on est exonéré, oui. quand même assez régulièrement, ils suivent et ils le font d'office. Oui, de toute façon, en général, quand on anticipe avec des justificatifs, on n'a pas de soucis. C'est comme les déclarations foncières. Parce que justement, en parlant de justificatif, on a besoin de demander d'abord un rescrit fiscal. Non, parce que non, pour le coup, pas d'intérêt. Enfin, c'est sûr que vous en êtes exonéré en fait. Enfin, si vous êtes parti de la liste. Alors j'avance. Donc je construis. Au niveau de la TVA qui va s'appliquer sur les travaux, je vais être en TVA à 20%. Je vous ai mis sauf internat, mais ça c'est que dans les cas des travaux de rénovation. Il faudrait le supprimer, ça va être modifié sur le support, mais... Donc vous construisez un ensemble immobilier où il y a un internat, ça sera 20% sur l'ensemble. Et cette TVA n'est pas déductible, donc est un coût pour vous, sauf si vous louez après avec TVA. Oui, ce qui veut dire qu'il faut raisonner TTC dans vos budgets, bien évidemment. Voilà. Je continue. Ensuite, donc, au niveau de la gestion du bien, la fiscalité qui s'applique en cours de gestion. Donc, c'est là qu'on arrive sur la fiscalité des loyers. Les loyers, en principe, sont imposés à un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 24%, sauf loyer modique et donc sauf si vous louez avec des montants très faibles et que vous êtes votre association est gérée de façon désintéressée. C'est un cumul, il faut ces deux conditions. À partir du moment où c'est une SCI qui loue, il n'y a pas d'exonération. Et à partir du moment où les loyers ne sont pas modiques, dans ce cadre-là, vous êtes soumis à ce taux réduit d'impôt sur les sociétés, 24%. Oui. Quand vous parlez de loyer modique, est-ce qu'il y a une règle 20%, 30%? Non, il n'y a pas de règle. Alors... c'est dans ce cadre-là que quand vous êtes limite, donc on se dit quand je suis en dessous de la valeur du marché, je devrais être exonéré. Non, il faut encore aller plus loin. Et si vous avez un doute, là, pour le coup, je vous conseille un rescrit. Un rescrit, donc, qui est une question qu'on pose à l'administration fiscale, où l'on indique notre opération de façon tout à fait transparente. C'est vraiment important de poser la question de façon claire, sans rien cacher. Vous indiquez que pour vous, c'est ce texte qui s'applique, vous en êtes exonéré, et que donc vous demandez leur accord sur la position que vous avez. Ils ne sont pas obligés de répondre, donc il faut relancer. Oui. Oui. Locative. Et sur tout le territoire de quoi, tout le territoire? Ah ben non, c'est géographique, c'est site, voilà. À Paris, c'est pas le même prix qu'à... Ouais. Par exemple, donc j'ai un OGEC qui avait un bail, il louait 100 francs à l'époque, désolé. Ils ont demandé, l'administration ne leur a pas accordé au départ l'exonération. Ils ont dû justifier et ils ont pour le coup fait un rescrit et au final l'administration leur a accordé l'exonération d'impôt sur les sociétés. Donc il faut quand même se battre, c'est pas forcément de droit. Donc ça c'était au niveau des loyers ce qui s'applique. Au niveau de la CRL, donc la contribution sur les revenus locatifs qui est de 2,5%, elle est applicable lorsque le bien a plus de 15 ans, donc vous le louez. Il y a beaucoup d'exonérations, dont toujours nos loyers modiques. Donc là, par contre, il y a un chiffre, c'est en dessous de 1800 € par an. Si les loyers sont inférieurs à 1800 € par an, vous n'avez pas de cette CRL qui va s'appliquer. Voilà, c'était modique. Vous êtes également exonéré quand vous louez avec TVA ou quand il s'agit de logement.
Après, normalement, les loyers, il n'y a pas de TVA, sauf si vous optez. Au niveau de la taxe foncière, il y a une exonération partielle qui s'applique lorsque vous construisez juste sur les 2 premières années qui suivent l'achèvement. Et enfin, la taxe d'habitation, donc vous êtes soumis sur les locaux affectés à l'habitation, donc par exemple le directeur d'école, et certains locaux meublés non affectés à l'habitation. Par contre, il existe de nombreuses exonérations, notamment toute la partie logement et toute la partie accessible aux élèves. Donc se poser la question des salles de professeurs. Je n'ai pas la réponse. Ils sont accessibles aux élèves, les salles de professeurs. Oui. Moi, je reviens sur sur l'appellation de loyer modique. Oui. Laquelle alors? Celle de la CRL ou celle de la... Celle de l'impôt de l'IS. Oui. Oui. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Oui. Dans un centre-ville, je pourrais prendre le côté voilà. Dans un centre-ville, il y a un établissement de 800 élèves qui a 2500 mètres carrés. Voilà. Je vous donne un exemple, on fait un loyer de 16 000 € par an. C'est pas modique. C'est pas beaucoup. Est-ce que ça va être considéré comme un modique? Non. Oui, personnellement, je le considérerais comme modique, mais comme je suis fiscaliste, je demanderai confirmation auprès de l'administration fiscale. Oui. Oui. Je vous rassure, on a déjà fait une consultation fiscale qui confirme qu'on n'a pas payé l'IS depuis longtemps. Et parfait. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui payent l'IS alors qu'on ne devrait pas le payer. Ah ben. C'est ça la confirmation que je voulais avoir aujourd'hui, parce que la FNOJEC dit depuis très longtemps le contraire. Ah non, je n'avais pas l'impression. On a découvert. On a une petite Donc, je voudrais que les choses soient bien placées. C'est pour ça que c'est important. Parce que je peux vous dire que c'est la préoccupation numéro 1. Si on veut un jour, dans l'enseignement catholique, responsabiliser les utilisateurs et les propriétaires, toujours dans l'esprit avec but non lucratif, il y a des enjeux qui sont majeurs. Loi Pinel est venue perturber un peu cette affaire-là. Hein, et donc, moi, je représente 150 associations, enfin 150 établissements, et donc 20 associations propriétaires. Je peux vous dire, c'est notre préoccupation numéro 1. On n'a jamais eu les réponses précises aux questions. On a dû faire une consultation fiscale qui nous a démontré ce que vous nous confirmez là, mais c'est l'appréciation des loyers modiques qui reste toujours. Il y a beaucoup de positions fiscales. Vous n'avez rien à perdre finalement, pardon. Oui. Vous n'avez rien à perdre puisque aujourd'hui vous me dites qu'il y a des OGEC qui payent l'IS, autant demander à l'administration fiscale. Nous on pense qu'on... Oui. Ah vous ne m'avez pas tout dit. Est-ce qu'il y a un pourcentage sur lequel on peut se baser? Loyer modique, c'est 50% du marché, du taux du marché par exemple? Non. Est-ce que la valeur locative cadastrale pourrait être un critère, un pourcentage de la valeur locative cadastrale? Non, sinon l'administration fiscale aurait donné cette règle. Non, c'est au cas par cas et c'est à l'opportuniste, on va dire. Oui. Oui. Alors, peut-être raconter un complément d'information, parce que nous, l'administration fiscale a été consultée à plusieurs reprises dans 2 départements qui sont des garçons. L'administration fiscale a dit qu'il n'y a pas de marché immobilier scolaire. Oui. Bah oui. Dès lors, on se souvient, même un loyer SFM doit être fiscalisé. C'est le sens qu'il a fait. On peut tenir le raisonnement inverse. Oui, mais dans un premier temps, l'OGEC dont je vous parlais, l'administration a dit votre loyer il est faible, il n'est pas modique. Et après, on a fourni des justificatifs de marché finalement, on s'est battu et au final, l'administration fiscale a accepté de considérer que c'était modique. Mais bon, on joue sur les mots. Il faut voir les... Oui, c'est des mots, c'est de l'interprétation, donc à vous de mettre toutes les pièces de votre côté. Et oui, c'est du contentieux. Oui. Il n'y a pas de règle. Ouais. Donc la seule façon de ne pas être attaqué et de ne pas payer les 24% d'impôt sur les sociétés, c'est d'obtenir le rescrit fiscal. D'obtenir le rescrit, oui, si vous voulez être tranquille.
Si vous voulez être sûr de votre position, il faut poser, enfin c'est mon avis, vous posez la question à l'administration fiscale, mais quand vous posez la question, il faut avoir une position claire sur le sujet, avec des justifs, il faut argumenter, quoi, il faut des arguments. Oui. Ah bah de toute façon, c'est le revenu net de charge. Vous déduisez vos travaux. Quelles sont les charges en tant que propriétaire on peut déduire les travaux? Ah bah les travaux, alors pas de construction, mais tout ce qui est amélioration, entretien. Et l'acquisition de terrain? Non, Ah bah non. C'est pas des travaux. Ah non, c'est pas des travaux. Bon, allez. Alors je continue. Je pense que pour compris l'enjeu dans cette salle, c'est parce que quand vous recevez 100 de loyer, vous devez payer 24%, si vous n'avez pas les 24% payés, c'est 100 que vous pouvez réinvestir pour assumer votre charge de propriétaire par rapport au locataire. C'est juste ça l'enjeu majeur, oui. Catholique. Ouais. Exactement. Exactement. Alors je continue. Si j'ai par contre une gestion par le biais d'une SCI, puisqu'on voit toujours le cas, au niveau de l'impôt sur les sociétés, là c'est clair, il n'y a pas d'imposition, donc pas de rescrit à poser. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Je continue. Alors on aborde la fiscalité du bail emphytéotique. Donc le bail emphytéotique, lors de la signature du bail, je vais avoir de la taxe de publicité foncière. Aujourd'hui, elle s'élève à 0,70%. De quoi? De la somme des loyers à verser durant la durée du contrat. S'il a plus de 12 ans, oui. Oui, mais vous en avez qui ont moins de 12 ans? Non, le bail emphytéotique, c'est ici. Alors, je suis sur le bail emphytéotique. Normalement, le bail emphytéotique est de plus de 12 ans, et le bail de construction aussi, puisque la durée prévue par les textes, est de 18 à 99 ans. Sauf dans le cas où c'était un bail de 30 ans, le bail s'arrête au bout de 30 ans, il n'est pas renouvelé immédiatement parce qu'il y a des discussions, il est prorogé d'un an, puis d'une deuxième année, puis d'une troisième année, etc. Oui, mais la prorogation ne va pas être publiée, c'est le bail initial qui doit être publié. Donc en fonction de sa durée, et c'est là où on disait entre moins de 12 ans et plus de 12 ans pour la publication du bail des hypothèques. Voilà. Oui. Si le bail prévoit la construction d'un bien, donc c'est toujours pareil, c'est possible d'opter pour qu'il y ait de la TVA sur le bail. Par contre, dans ce cas-là, il y aura exonération de taxes publicité foncière, et si le preneur s'engage à construire, donc c'est le but, il aura des droits qu'à hauteur de 125 €. En cours de bail, on a les impôts locaux qui sont pris en charge par le preneur, et l'impôt sur les sociétés et la CRL qui sont dus par le bailleur, donc ça, il n'y a rien de sorcier. En cas de résiliation anticipée. Je suis. Du coup, là, on aura des droits de mutation très faibles, un droit fixe de 125 €, c'est une réponse particulière, je vous l'ai mis. Et un transfert des biens dans le patrimoine du bailleur, c'est obligatoire. Dans ce cas-là, la remise des biens ce n'est pas fiscalisé pour les biens qui étaient à l'origine confiés au preneur. Si par contre le preneur se met à construire, puisqu'il n'en a pas l'obligation, c'est un bail emphytéotique, et du coup que la construction revient dans le patrimoine du bailleur, là par contre ça va être fiscalisé, et il n'y a pas de régime particulier contrairement à ce qui existe en bail à construction, donc ça sera une fiscalité maximum qu'on verra après. Donc il y a fiscalité sur les droits de mutation, donc le transfert de la construction dans le patrimoine du bailleur va être soumis à droit de mutation selon ce que c'est. Donc si c'est un bien ancien, ça va être environ 5% de droit de mutation. Mais si le bien qui avait été, par exemple, vous avez un bail emphytéotique de 70 ans, oui. Vous construisez au bout de 10 ans et vous le rompez à 45 ans, il est amorti. Le bien qui a été construit pendant le bail, à ce moment-là, le retour dans le patrimoine du propriétaire ne va pas coûter cher. De toute façon, ce sera la valeur vénale qui sera prise en compte. Oui. Donc, votre bien, même s'il est amorti... La valeur vénale, elle ne vaut rien. Un établissement scolaire en soi, il ne vaut rien. Très bien. Bah, si c'est 0, c'est 0. 0 x 5, ça fait 0. Non, mais oui. caricature, mais c'est un peu vrai quand même.
Oui, c'est vrai. Non, oui, mais du coup, voilà. C'est sûr qu'à ce stade-là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu qui soit préjudiciable, c'est sûr. Ben, je ne vois pas comment, mais un bien immobilier, le terrain déjà, on parle que de la construction là. La construction, pour dire qu'elle ne vaut rien, c'est parce que c'est une ruine. Si y a un bâti, un clos, un couvert, ça a une valeur. Alors peut-être que, enfin surtout que pendant le bail, vous avez quand même l'obligation de l'entretenir, donc c'est pas une ruine. On n'entend pas. Si ce bien qui est transmis au propriétaire. Est-ce que le propriétaire peut faire payer après ce transfert un loyer sur ce bâtiment qui a été donné à... Ah ben une fois que le bien il est dans le patrimoine du bailleur, il fait bien ce qu'il veut. Enfin, même si c'est lui qui a financé. Oui. Ah ben, oui. Oui. La question de madame, quand il y a un apport de propriété entre deux associations propriétaires, qui sont des établissements scolaires, il y a des droits d'enregistrement qui sont forfaitaires de 75 €, ça c'est d'accord. Oui. Et de toute façon, au terme de la loi, il faut déclarer une valeur sur laquelle vont être calculés les honoraires du notaire. Oui. En EPC, ça ne peut pas être l'euro symbolique, ça peut être qualifié différemment. Ouais. C'est impossible de dire qu'il y a un établissement scolaire lauréat, ne serait-ce que par respect pour les fondateurs et les legs qui ont eu lieu. Donc c'est une question d'éthique aussi, mais non seulement l'éthique, mais c'est un côté juridique. Donc forcément, il doit y avoir une valeur sur laquelle se calculer. Lors d'un transfert de propriété d'une école, l'expertise, à partir de la valeur normale des bâtiments, l'a diminué de 50% compte tenu de l'existence du bail commercial. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a pris la demi-valeur normale. D'accord. Oui, c'est une méthode d'évaluation. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas zéro. Oui. Allez. Je continue. Oui. Alors, en fin de bail, on va avoir un transfert des biens dans le patrimoine du bailleur et une remise des biens non fiscalisés. Alors, je vous ai mis sans indemnité parce que s'il y a une indemnité, celle-ci est soumise à la taxe de publicité foncière de 0,70%. Alors, je passe au bail à construction où là, contrairement au bail amphithéotique, on n'a pas de taxe de publicité foncière. En cours de bail, bon, il n'y a rien de... C'est comme le bail amphithéotique. C'est en cas de résiliation ou en fin de bail qu'on va avoir la différence en matière de fiscalité, et différence qui est importante parce qu'au-delà des droits de mutation qui sont identiques, on va avoir un régime spécifique qui va faire que lorsque le bien rentre dans le patrimoine du bailleur, il va pouvoir bénéficier d'abattement si le bail a une durée de plus de 30 ans à l'origine. Donc, si votre bail à construction a été signé pour une durée de plus de 30 ans, d'ailleurs c'est supérieur ou égal, ça doit être 30 ans, lorsque les biens reviennent dans le patrimoine du bailleur, normalement c'est soumis au revenu foncier, donc à un impôt à 24%. Oui. Sauf que comme on est dans un bail à construction, là on va avoir un régime de faveur qui fait l'avantage de ce régime finalement, c'est qu'on va avoir un abattement de 8% par année de détention au-delà de la 19e année, ce qui arrive à une exonération totale au bout de 30 ans. Voilà, ce que vous n'avez pas dans le bail amphithéotique. Vous pouvez les faire à 30 ans d'une construction et pas sur la durée d'un prêt bancaire. Oui. Oui. Oui, toujours 30 ans. Si vous résiliez avant, vous n'aurez pas l'abattement sur la totalité, mais ça sera progressif finalement. Voilà. Et en fin de bail, rien de plus à dire.